Salut à tous, bienvenue sur les clés du biz. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la création d'entreprise. Donc on revient sur mon thème de prédilection. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient se reconvertir aujourd'hui et qui envisageaient de créer une boutique, de reprendre un fonds de commerce, de créer un concept de proximité, un nouveau concept tout simplement dans la restauration, dans le service à la personne, mais via un fonds de commerce, via la création d'un fonds de commerce, donc avec la recherche de locaux, etc. Mais qui savent pas du tout par où commencer, qui savent pas du tout comment s'y prendre, quelles sont les étapes clés, le fonctionnement dans la recherche d'un bien pour s'implanter, les documents et l'aspect chiffré dont la banque aura besoin, les organismes qui peuvent nous aider, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo assez rapide parce que vous le savez, sur les clés du biz, on vulgarise au maximum, on essaye d'être le plus simple possible. Après, bien entendu, c'est à vous de votre côté aussi, puisqu'on ne réussit pas sans travail, c'est à vous de votre côté de faire le reste, mais au moins vous avez les grandes orientations, les grandes lignes et vous savez où aller. Comment ça se matérialise? Donc déjà, comme d'habitude, je vais vous demander si vous appréciez la vidéo, si vous appréciez le contenu, vous partagez, vous likez. Ça permet aussi de continuer, de donner de la force et aussi ça me donne une indication sur le fait que mes vidéos aident des personnes et vous plaisent. Donc pour commencer, je vous avouerai que cette vidéo, je ne l'ai pas préparée en particulier parce que c'est vrai que c'est un thème, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais au quotidien. Je renseigne un maximum de personnes, j'accompagne un maximum de personnes sur ça, sur la création d'entreprise et moi d'ailleurs c'est plus mon domaine de prédilection parce que j'ai moi-même créé un concept de restauration rapide il y a 7 ans maintenant. Donc comment ça se matérialise? La première des choses, je vais vous dire, la première étape quand on envisage de se lancer et de créer un concept, on va étudier le marché. Donc rien de sensationnel, mais comment on étudie le marché? Moi, je vais vous donner les clés toujours dans une optique, comme j'ai été conseiller financier, j'ai travaillé dans le secteur bancaire, je vais toujours vous donner par rapport à ce que la banque attend dans le cadre du financement et dans le cadre donc de la faisabilité du projet. Il va falloir faire deux choses. L'étude de marché, elle va se faire en deux parties. Vous allez d'abord étudier le marché d'un point de vue national par rapport à l'activité que vous souhaitez lancer. Si c'est un concept de restauration rapide, regardez au niveau national, les retombées, les chiffres, et c'est ce qu'on appelle les opportunités du marché et les menaces du marché. Les menaces, ça peut être des changements de réglementation, une grosse franchise, une grosse enseigne qui commence à s'implanter, qui prend beaucoup de parts de marché, voilà. Et les opportunités, c'est justement des modes de consommation qui changent, des réglementations peut-être juridiques aussi qui sont favorables au lancement de ce concept-là. Voilà, clairement, il faut approcher donc d'un point de vue général. Ensuite, on va venir d'un point de vue particulier. On va se rapprocher du concret. Comment ça se matérialise? On va parler de notre concept dans notre zone de chalandise. Donc de la même manière, on va reprendre les opportunités et les menaces de notre secteur géographique et on va parler également de forces et faiblesses. Les forces et faiblesses, ça va être par rapport au concept en soi. Les opportunités et les menaces, ça va être des choses qu'on ne maîtrise pas, donc qui sont liées au marché, qui sont structurelles. Les forces et les faiblesses, c'est quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qui va être lié directement à notre activité. Je m'explique. Vous lancez un concept de restauration rapide, vos forces par exemple ça va être une amplitude horaire différente, plus large, vous allez sur un secteur par exemple les véganes, donc c'est un secteur de niche, donc ça c'est plutôt une force, vous savez que dans votre ville vous appuyez aussi sur des éléments chiffrés de votre ville et donc vous allez pouvoir en tant que nouveau concept vous adapter davantage que vos concurrents parce que vos concurrents sont déjà en place, donc des erreurs qu'ils ont faites vous allez pouvoir vous en servir pour ne pas les refaire, donc vraiment vous allez parler par rapport à votre projet, force et faiblesse. Alors, faut faire attention, c'est comme dans un entretien d'embauche, quand on vous demande vos qualités, on va pas hésiter à en donner pas mal, et quand on vous demande les défauts, on va donner des défauts bateaux. Donc non, il faut vraiment être honnête, il faut vraiment donner les forces, ça on n'aura pas de mal, on a l'enthousiasme, donc forcément on n'aura pas le mal à en trouver, mais il faut donner également les faiblesses, et les faiblesses, c'est pas trop des faiblesses, c'est des axes d'amélioration, des choses qui malheureusement, vous en avez conscience, vous savez que ça va être une difficulté, mais vous avez réfléchis à comment soit la compenser, soit la surmonter, soit comment tout simplement faire avec. Donc ça, c'est la première partie. Alors ça, quand vous faites la partie étude de marché, ça sert à rien de faire de la littérature sur 400 pages, sauf si c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, mais il faut que ce soit clair et concis.
pour que le banquier ait directement une idée de ce que vous voulez faire, le banquier ou tout autre organisme financier ou toute autre personne susceptible de vous prêter de l'argent et de participer au financement de votre projet, que ce soit un business angel, un organisme de financement ou la banque. Donc il va falloir être le plus précis, le plus clair, le plus concis possible. Voilà. Ensuite, une fois que cette partie-là elle est faite, donc ça c'est sur la partie idée, sur la partie donc marché. Maintenant, on va rentrer dans la partie chiffrée, toujours dans le business plan. Les chiffres, le banquier, il attend quoi? Il attend une visibilité à l'année N, mais également une projection dans le futur. Il attend une évolution de chiffres. Il attend que la société marque, entre guillemets, des signes et un potentiel de croissance. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si vous créez une société et que vous-même, dans votre partie chiffrée, vous vous apercevez que vous projetez à 5-7% d'évolution de chiffre d'affaires et que derrière, on arrive tout de suite à la stagnation, à la maturité, forcément, le banquier va le voir. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il attend comme élément chiffré? Le compte de résultat. Le compte de résultat, qu'est-ce que c'est? C'est la photographie chiffré de l'activité au quotidien de votre entreprise. Les dépenses, donc ce qu'on appelle les charges, et les recettes, ce qu'on appelle les produits en comptabilité. Donc dans le compte de résultat, vous allez avoir les charges qui sont liées à votre activité, achat de marchandises, charges de personnel, tout ce qui va être charges de fourniture. Donc en gros, on va avoir deux grands types de charges, les charges variables et les charges fixes. Ensuite, on va avoir la partie amortissement, si on a du matériel. Donc ça, il va falloir, je pense, quand on est novice, se faire aider mine de rien, et on a la possibilité gratuitement de se faire accompagner par exemple la chambre de commerce, par la région dans laquelle vous appartenez, par l'ADI qui va également intervenir dans les projets de création d'entreprise. Vous pouvez également, tout ça, le Pôle emploi de toute manière, si vous êtes demandeur d'emploi, va vous orienter. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi et que vous êtes salarié et que vous souhaitez ouvrir un concept à côté de votre activité salariée, voilà, sachez que principalement il faut se tourner vers les chambres de commerce. Il faut se tourner chambre de commerce, chambre de métier, selon que vous visiez quelque chose dans l'artisanat, donc un métier de vos mains, ou plutôt un concept plutôt commerce, donc type achat-revente, boutique de prêt-à-porter, etc. Donc chambre de commerce, vous avez l'ADI, vous avez le réseau Entreprendre. Tout ça, vous regardez sur internet, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc dans la partie chiffrée, compte de résultat. Le mieux, moi, de mon expérience dans le secteur bancaire, je sais que ce qui est le plus judicieux pour le banquier, c'est de faire un compte de résultat mensuel, ce qui nous permet de ne pas faire le plan de trésorerie. Donc on va faire un compte de résultat mensualisé sur 3 ans. 3 ans, ça suffit pour des petits projets, c'est largement suffisant. Donc pendant 3 ans, vous allez indiquer l'évolution de chiffre d'affaires, l'évolution des charges, l'évolution des salaires, l'évolution des charges fixes, tout ça. Le but du compte de résultat, c'est de dégager ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est la rentabilité de votre entreprise. Clairement, il doit se situer minimum à 30% et après, bien entendu, plus il est élevé, mieux c'est. C'est tout simplement la production, ce que votre entreprise va produire comme richesse. La différence entre vos charges fixes, vos charges variables et les produits, donc la vente de marchandises et les résultats de votre activité, donc le chiffre d'affaires que vous allez générer. Cette EBE, alors bien entendu, vous le verrez, mais ça c'est une notion comptable, donc vous le saurez quand on rentrera plus dans le détail via les organismes dont je vous ai parlé. Pourquoi dans le compte de résultat, on ne parle pas de remboursement d'emprunt. Pourquoi? Parce que justement, le but, c'est de regarder une fois le remboursement d'emprunt terminé, ce que l'entreprise va générer réellement comme marge, entre guillemets. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir travailler votre partie chiffrée de manière à ce que cet excédent brut d'exploitation soit entre guillemets suffisamment intéressant pour donner envie aux banquiers de vous suivre, de vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Mais pas seulement pour le banquier, parce que si vous vous lancez dans une vision trop idyllique de vos chiffres,
c'est vous le premier impacté si vous êtes trop ambitieux. Donc c'est vraiment aussi cette partie chiffrée, ça va vous permettre avant d'aller la présenter au banquier de voir pour vous si vraiment vous allez pouvoir dégager une rentabilité suffisante et aussi une progression d'année en année. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, toujours dans la partie chiffrée, il va falloir travailler ce qu'on appelle le plan de financement. Le plan de financement, c'est quoi? C'est vraiment la partie qui va montrer au banquier comment vous souhaitez articuler les besoins en trésorerie, en fonds, tout simplement en numéraire pour mener à bien votre projet. Donc là, on va retrouver quoi? On va retrouver vos apports personnels, on va retrouver les différents coûts liés à l'installation. Le coût, si vous reprenez un fonds de commerce dans le cadre par exemple d'un restaurant, vous reprenez une affaire existante, vous modifiez simplement le concept. Là en l'occurrence, donc il va y avoir le montant du fonds de commerce, il va y avoir si vous avez des machines à acheter, le montant des machines, si vous avez des brevets à acheter, le montant des brevets pour avoir telle ou telle offre en plus dans votre magasin par exemple. Vous allez avoir tout ce qui est achat de marchandises de départ, vous allez avoir également les frais de constitution de société, il va falloir l'achat des outils informatiques, les frais d'agence également, puisque si vous passez par une agence dans votre recherche de fonds de commerce, vous allez avoir une partie de frais d'agence à payer également. Voilà. Donc vous allez reprendre tout ça et de l'autre côté, vous allez mettre, donc ça c'est ce que vous allez avoir besoin, ce que vous allez payer. Et de l'autre côté de la colonne donc du plan de financement, c'est vos ressources. Donc d'un côté, on a les charges, de l'autre côté, on a les ressources. Et dans les ressources, on va avoir donc votre apport personnel, les crédits bancaires classiques, justement les différents crédits dont vous pouvez bénéficier, crédits subventions dont vous pouvez bénéficier soit à taux zéro, soit complètement par d'autres organismes si vous êtes demandeur d'emploi, etc. Donc sur cette partie-là. Et enfin, ce que vous sollicitez pour la banque. Et la banque, elle va regarder forcément votre apport, les possibilités de financement annexes et ce qu'elle doit, elle, vous prêter. En règle générale, la banque, sur des petits projets, 20% d'apport vont suffire pour qu'elle vous accompagne. Sur des petits projets, bien sûr, bien ficelés et rentables. Sur des plus gros projets en termes de montant, au-delà de 150-200 000 euros, là, il va falloir plus 30 à 40% d'apport et toujours avec un business plan bien fourni et des chiffres bien fournis également. Donc ça, c'est plutôt la norme. Je vais rentrer maintenant au niveau du concret. Vous avez votre étude de marché, vous avez votre étude chiffrée, donc votre prévisionnel, et enfin, donc vous savez que le projet est viable et vous allez présenter votre dossier à la banque. Jusque-là, tout est OK. En parallèle, vous allez donc amorcer une recherche de biens. Soit vous avez trois solutions. La première solution, c'est la reprise d'un fonds de commerce. Vous souhaitez ouvrir une boutique de prêt-à-porter, vous reprenez un fonds de commerce d'une boutique de prêt-à-porter. Vous reprenez la clientèle, parce que vous allez faire à peu près la même chose. Vous voulez ouvrir un concept de restauration rapide asiatique, vous allez acheter le restaurant de sushi qui se trouve dans le quartier que vous avez ciblé. Vous achetez donc le fonds de commerce, à savoir les machines, la clientèle, etc. Et vous allez apporter les modifications liées à votre concept, donc personnaliser davantage l'affaire. Donc là, ça se matérialise comment? Vous avez un prix de cession, le vendeur du restaurant vend son affaire 60 000 euros, il a un chiffre d'affaires. Normalement, l'affaire doit coûter à peu près entre 80 et 110% du montant du chiffre d'affaires. Je m'explique, si le restaurant fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, normalement, on est entre guillemets autour de entre 70 à 110 000 euros en prix de cession du fonds de commerce, selon après l'emplacement, etc. Donc là, vous allez acheter le fonds de commerce. Dans le fonds de commerce, il va y avoir ce qu'on appelle le bail commercial. C'est-à-dire que vous achetez la clientèle, les machines, mais le bail commercial également. Ça, c'est dans le cas où vous faites la même activité, donc vous achetez un fonds de commerce déjà tout fait. La deuxième solution, c'est d'acheter un droit au bail, d'acheter un pas de porte. C'est-à-dire que vous allez acheter simplement la propriété immatérielle, le bail d'un local. Vous avez une boutique de prêt-à-porter, vous vous êtes renseigné, la personne part, vend son droit au bail, elle ne vend pas son fonds de commerce, elle vend uniquement son droit au bail, donc uniquement la jouissance des murs, donc son bail commercial, elle le vend mettons 10 à 15 000, 20 000, 30 000 euros selon l'emplacement, 100 000, ça peut aller même jusqu'à 300, 400 000 euros dans les grandes villes, les centres-villes des grandes villes. Là, vous achetez clairement uniquement la jouissance des murs et du local. Donc entre guillemets, moi j'aime bien dire qu'on achète du vent, clairement. Sauf si vraiment c'est un emplacement numéro 1, vous avez besoin d'être ici, à ce moment-là c'est normal que ça ait un coût.
Dans ce cas-là, vous allez acheter le droit au bail, il va y avoir souvent une déspécialisation qui va devoir être payée de votre part également, ça se négocie au démarrage. La déspécialisation, c'est quoi? C'est qu'au début, le bail, il est fait pour une activité de prêt-à-porter, donc c'est écrit activité de prêt-à-porter sur le bail. Vous allez partir sur un nouveau bail ou une déspécialisation du bail, vous allez devoir payer un montant fixé par le propriétaire des murs pour cette fois-ci que sur le bail, ce soit indiqué une activité de restauration rapide, par exemple, ou d'auto-école, ou etc. Comment ça se matérialise? Vous allez, soit une agence gère le bien, soit c'est en direct avec le propriétaire. Donc, si c'est en direct avec le propriétaire, donc vous allez payer la cession au locataire des murs, la personne qui avait la boutique, et derrière, quand vous avez payé la cession, vous allez ensuite faire la rédaction de bail et la déspécialisation avec le propriétaire. Je vulgarise, je globalise. Alors après, pour les connaisseurs, bien entendu, il y a d'autres notions, mais ça, globalement, c'est comme ça que ça se matérialise. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. On achète un pas de porte, on achète un droit au bail. Le troisième cas de figure, c'est que vous avez un local qui est disponible en location pure. En location pure. Donc qu'est-ce que c'est que la location pure? Il y avait une boutique de prêt-à-porter, le bail arrive à échéance où la personne tout simplement change d'endroit ou vend son affaire ou part en liquidation judiciaire et donc le propriétaire remet les murs en location. Soit il le fait en direct, soit il le fait via une agence. S'il le fait en direct, vous allez avoir uniquement les frais de rédaction de bail à payer, vous allez avoir potentiellement des frais d'état des lieux, mais c'est tout. Vous allez rentrer derrière, vous payez vos 3 mois de loyer, c'est tout. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le propriétaire, tous les propriétaires aujourd'hui de baux commerciaux, les propriétaires de murs, demandent dans leurs baux des garanties. La plupart du temps, ils demandent ce qu'on appelle une caution bancaire. Qu'est-ce que c'est qu'une caution bancaire? C'est une garantie qui va consister à bloquer une somme d'argent sur un compte à la banque pour garantir, en cas de non-paiement des loyers, une sécurité aux propriétaires des murs. Souvent, c'est entre 6 et 12 mois de loyer et pour des emplacements assez prisés, ça peut même aller jusqu'à 24 mois. Le propriétaire peut même demander 24 mois de caution bancaire. En plus des 3 mois de dépôt de garantie, 3 mois de loyer de dépôt de garantie que tout le monde demande. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il faut le prévoir. Si vous n'avez pas possibilité de faire cette caution bancaire, parfois on peut, au même titre que pour un appartement, le propriétaire peut vous demander des cautions personnelles. Donc vous prendre, vous en caution personnelle, pas au nom de votre société, mais vraiment vous nominativement, personnellement, pas la personne morale, mais la personne physique, et demander des tierces personnes qui vont avoir des revenus plutôt conséquents pour couvrir en moyenne une demande que les personnes aient 2 à 3 fois le montant du loyer, qu'elles soient propriétaires. Donc c'est un peu plus dur de trouver quelqu'un qui, quand on prend un fonds de commerce, est souvent autour de 1 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut que la personne gagne en moyenne 3 000 euros par mois et soit propriétaire. Donc on n'a pas forcément tous ça dans notre réseau et il faut en plus que la personne accepte de se porter garant du bail commercial. C'est différent que pour un appartement parce que l'engagement est plus important. Donc ça, c'est la première des choses. Si c'est par une agence, tout va se passer de la même manière, mais vous allez rajouter en plus 30% d'honoraires. En moyenne, c'est ce qui est pratiqué sur le marché. 30% d'honoraires, c'est 30% du montant annuel du loyer, du bien en question. Vous avez 1 000 euros de loyer mensuel, ça fait 12 000 à l'année, vous allez payer 30% de 12 000 euros hors taxe en honoraires d'agence. Ça, il faut le compter. C'est quand même une charge qui est plutôt conséquente, surtout quand on est sur des loyers élevés. En parallèle, vous allez avoir également, donc toujours pareil, les frais de rédaction de bail et les frais d'état des lieux. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Petite précision aussi, ça c'est vraiment pour que vous ayez l'information, c'est normal quand on prend un bail commercial, la taxe foncière, même si on n'est pas propriétaire des murs, la taxe foncière est à la charge du locataire. Donc, c'est vous qui payez la taxe foncière du local, même si vous n'êtes pas propriétaire des murs. Donc ça, c'est pour la partie concrète. Donc dans votre recherche de biens, voilà, vous pouvez organiser vos recherches, soit fonds de commerce, soit pas de porte, soit location en direct. Dans la location en direct, soit une agence, soit des propriétaires en direct pour limiter les coûts. Voilà comment ça se matérialise. Ensuite, vous avez, donc une fois que vous avez trouvé votre bien, donc là vous allez défendre votre projet à la banque et ensuite, écoutez, vous allez avoir besoin de choisir vos statuts
en termes de société. Donc ça, c'était fait aussi dans le business plan. Vous avez envisagé la forme juridique que vous souhaitiez adapter. J'ai fait une vidéo sur la SAS et pourquoi c'est l'une des formes, enfin c'est la forme juridique à privilégier quand on lance son activité, surtout quand c'est une activité, quand c'est un fonds de commerce. Allez voir la vidéo, je vous invite, il y a plein d'informations dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de dégrossir un petit peu sur la création d'entreprise. Ça peut paraître un peu fastidieux au départ, mais sincèrement, entre les organismes qui peuvent nous accompagner, cette vidéo qui va vous aider à comprendre vulgairement le fonctionnement, et je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Oui, à la limite, si je peux ajouter une petite chose, c'est au niveau de la recherche de biens. Faites attention. Moi, je pense qu'il faut vraiment privilégier la location pure parce que c'est dommage. On peut trouver des biens sympas suite à malheureusement à des liquidations judiciaires, etc. On peut trouver des biens sympas en direct propriétaire et donc s'éviter de payer les honoraires d'agence et tout ça. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça à me les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez être accompagné dans vos créations, si vous avez un projet et que vous souhaitez être coaché ou tout simplement rentrer plus en détail, que je vous accompagne dans la réalisation de votre business plan, il suffit de le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait sur la vidéo que j'ai fait sur l'auto-entreprise, qui m'ont envoyé des mails pour les aider à créer leur micro-entreprise, à faire leur business plan, etc. Là, d'autant plus quand c'est pour un fonds de commerce, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas dans le choix de vos statuts, dans la partie chiffrée également. J'ai tous les outils qui me permettent de vous accompagner, au moins pour avoir quelque chose de plus concret et aussi pour vous aider au niveau de la banque, l'approche qu'il faut avoir. Voilà, bon ça je me fais un peu de pub, mais bien entendu si vous avez des questions pour aller un petit peu plus loin, mettez-les en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous invite vraiment à partager, à liker. Il faut qu'il y ait un maximum de likes, un maximum de partage pour aussi me montrer que ce que je fais, ça aide un maximum de personnes. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et j'espère à très bientôt. Au revoir.